Fred Savard avec vous pour ce 31e épisode de la balado, flanqué cette semaine de Philippe de Grosbois. Bonjour. Retour de Philippe et d'Hélène Faradji. Allô? On est content. On est donc bien contents. Mais oui! Vous deviez être là la semaine dernière, Hélène. Ben oui. Vous pouviez le mardi. C'est ça. Puis Moi, vous m'avez fait faux bron. Il était malade. Il était malade. Et là, jeudi, vous pouviez pas et vous aviez une pas pire raison. Ben, Est-ce qu'on peut le dire? Bon, je pense qu'on peut le dire. Je faisais partie d'un comité, un comité qui donne des sous pour faire des films. Ah Donc, oui, on discutait. un gros comité. Un gros comité. Ah, donc, c'est intéressant, ça. On discutait des projets. Fait que là, vous lisez les dépôts, les propositions. Exactement. Et Tous les dossiers qui sont envoyés. Il y en a eu beaucoup quand même. Oui. Puis après ça, on se retrouve pendant 2 jours pour discuter de tous les projets. Puis on les classe. Puis on décide. Wow! Ouais. Bel job. C'est une belle raison de pas être à balado. Voilà. Je dois l'avouer. Bon, évidemment, l'actualité était riche cette semaine, les amis. Alors, c'est pourquoi on va tout de suite, se plonger dedans. Les actualités cette semaine. Ouais, là, il faut absolument revenir sur quelque chose de très intéressant. Puis là, je profite du fait, évidemment, Hélène, que vous êtes là parce que ça va vous toucher dans votre ancienne vie, peut-être, mais aussi, vous, Philippe de Grosbois, cette histoire qui a fait beaucoup de bruit samedi dernier, donc il y a une semaine, alors que Québécois y allait de cette une complètement tapageuse qui donnait carrément dans le grand remplacement, sans le nommer directement. C'est la nouvelle mode, hein? On trouve toutes sortes de façons de ne pas dire grand remplacement. Ouais. Un dossier de 8 pages. Tu sais, en même temps, 8 pages, c'est pas... Non, c'est pas Bon, tant. avec des titres comme « Le Québec forcé au déclin »,« Son influence politique condamnée »,« 12 millions d'habitants à Montréal »,« La ville de Québec avec 5 millions de population, le grand plan d'Ottawa expliqué ». Alors là, on s'entend, c'est une autre de ces paniques morales dont la droite a le secret. On ne dit pas explicitement c'est le grand remplacement, mais c'est tout comme. À l'origine de cette panique conservatrice, ce serait un plan du gouvernement fédéral de faire croître la population du Canada de 100 millions d'ici l'an 2100. Alors ça, c'est intéressant parce que tout ce raffut médiatique a été créé pour quelque chose qui va peut-être se passer. Nos politiciens, évidemment, ont bien aimé s'exprimer en début de semaine là-dessus. Tous les partis se sont exprimés comme si tout ça était concret. On parle quand même de 2100, c'est-à-dire dans 19 élections fédérales. Dans 19 élections. Ça a le temps de changer. Je suis même pas sûr que c'est du gouvernement fédéral. Non, La Century attendez, Initiative, c'est un lobby. C'est ça. Attendez. Évidemment, François Legault et son nationalisme mou, ils sont allés de cette réaction mardi matin. J'ai vu, comme vous autres, en fin de semaine, les reportages sur cette possibilité là, que le gouvernement fédéral vise à avoir 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Mais je veux vous parler du Québec. D'abord, je vais être très clair, là, il n'est pas question au Québec qu'on ait une telle croissance de l'immigration au cours des prochaines années. Comme ça, c'est le Québec qui doit décider seul du nombre d'immigrants permanents qu'on reçoit à chaque année. D'abord, je veux reprendre M. Legault, ce ne sont pas des reportages, hein, on se rappelle, ce sont des chroniques, des coups de gueule, une opération clickbait du Journal de Montréal sur des prospectives. Et c'est intéressant parce que l'article de la presse, où j'ai pigé l'extrait de François Legault, l'article de la presse, ça provenait d'une manchette de la presse canadienne elle-même, achetée donc par la presse, avec... En sous-titre, écrit ceci, « Le Québec dit non à l'initiative du siècle. Ce plan d'un influent groupe de pression qui va augmenter la population du Canada à 100 millions d'ici 2100. » Donc, un influent groupe de pression. On ne dit pas dans quelle mesure. On ne sait pas trop jusqu'à quel point ils sont influents. Et ensuite, dans le premier paragraphe de l'article, on écrit ceci. Le premier ministre François Legault a fait savoir qu'il s'opposait à ce projet qui semble avoir l'oreille du gouvernement fédéral. Pour paraphraser François Cardinal, ça commence à ressembler à du journalisme qui se laisse aller sur la pente glissante de l'approximation. Cela dit, ce groupe de pression, donc, qui est à l'origine de tout ce projet fou, existe réellement. Il s'appelle Century Initiative, l'initiative du siècle. Le site est en français et en anglais. Il est enregistré comme un organisme de bienfaisance, donc on peut faire des dons en échange d'un reçu fiscal. Puis de belles prospectives. Et de belles prospectives. Je vous lis la page d'accueil du site Internet, l'initiative du siècle. Le Canada a une réputation bien méritée de chef de file mondial. Notre prospérité, notre diversité, notre innovation contribuent à faire du Canada l'un des meilleurs pays au monde pour élever une famille et démarrer une entreprise. Mais notre prospérité est fragile. Si nous voulons que le Canada demeure prospère, diversifié, résilient et influent pour les générations futures, nous devons nous y préparer dès maintenant.
Alors, bon, là, l'accent, évidemment, n'est pas dans le site web. Je l'ai Non, c'est je l'ai ça. rajouté. Ce qui est étrange, c'est que le Century Initiative, c'est pas une nouveauté médiatique. On vient pas de découvrir son existence, puisque Thomas Gerbet de Radio-Canada, toujours lui. Quand on parle Ouais, quand d'une même, hein. enquête qui a du punch, Il est là. il est là. On avait parlé en janvier dernier dans une enquête conjointe réalisée avec le journaliste Romain Chuet sur la place qu'occupe la firme conseil McKinsey. Vous vous rappelez, là, quand Oh oui. toute la polémique Oui, McKinsey, oui, bon, oui. ça Oui, oui. vient de cet article-là en janvier. On y apprenait que The Century Initiative fut créé en 2011 par Dominic Barton, qui était alors le grand patron de la firme McKinsey. Oh ben. Toujours selon Gerbet et Chuet, The Century Initiative est également inscrit depuis 2021 au registre des lobbyistes du Canada avec l'objectif d'augmenter les cibles d'immigration. On a appris que non seulement, évidemment, ils ont rencontré des membres du gouvernement Trudeau, un membre du cabinet du ministre de l'Immigration, mais ils ont aussi rencontré un député conservateur et un député néo-démocrate. Donc, c'est pas une cellule secrète du Parti libéral du Canada. Les conservateurs et l'NPD connaissaient l'existence de ce groupe. À l'automne 2022, Ottawa avait effectivement dévoilé un plan pour accueillir 500 000 nouveaux résidents permanents par année d'ici 2025, pas 2100, 2025, pour mettre l'accent sur la croissance économique. Pas trop de refus médiatiques à l'époque. Et là, toujours selon Gerbet et Chuet, cette cible se retrouvait aussi dans un rapport dévoilé en 2016 par un comité formé par l'ex-ministre des Finances Bill Morneau, qui a quitté depuis. Un comité de conseillers économiques dirigé par qui? Par Dominic Barton, l'ineffable responsable de la firme McKinsey, qui a quitté le comité en 2019 pour ensuite être nommé ambassadeur du Canada en Chine par Justin Trudeau. Oh Tiens. En 2021, il a quitté son poste d'ambassadeur pour rejoindre la firme Rio Tinto. Et là, aujourd'hui, selon Wikipédia, Dominic Barton est sur le CA de Leapfrog Investment, une firme d'investissement créée par Bill Clinton en 2008 avec quelques amis et qui se spécialise en investissement dans le domaine médical dans les pays émergents du bas bon monde qui a à cœur la santé des gens. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, le grand dossier du Journal de Montréal de dimanche dernier est inspiré par les théories complotistes du grand remplacement, mais en même temps, l'existence de la Century Initiative, le parcours tentaculaire de Dominic Barton dans l'appareil gouvernemental, même si c'est fait au grand jour, c'est rien de secret, ces agissements, j'ai l'impression, ont de quoi donner du carburant à ceux qui entretiennent des fantasmes complotistes, Philippe de Grosbois. Ben, quand on avait parlé de Q comme complot, Wu Ming 1 appelait ça les noyaux de vérité. Donc, comment on part de la proximité de certaines élites politiques, économiques, mais qu'on rajoute par-dessus ça la xénophobie, le racisme, les craintes, tout ça. Moi, j'ai une question, comme vous avez l'air d'avoir fouillé un peu dans la Century Initiative. Est-ce qu'il est question de la crise climatique? Parce que moi, c'est ça Non, qui m'a... totalement. Ça a été ça ma première réaction. Tu sais, 2100, pourquoi on pense aura au plus nombre de de millions de Canada, personnes de qui toute vont être là? façon. 2100, Non, moi, ma crainte première, c'est beaucoup plus, est-ce qu'il va y avoir encore une planète vivable pour les humains? Sur le site, si ma mémoire est bonne, je sais qu'ils incluaient la lutte au changement climatique là-dedans, c'est-à-dire être prospère. Donc, on fait venir, oui, on fait dans venir ce des sens-là, gens. oui. Cela dit, c'est pas juste de faire venir des gens, c'est vraiment d'accroître la population, mais ça passe beaucoup par l'immigration. Mais les mesures de permettre aux femmes d'avoir des enfants, parce qu'ils parlent des garderies, entre autres, n'est pas exclu. Fait que c'est pas seulement un projet d'immigration. Ouais. Mais c'est beaucoup tourné là-dessus. Mais non, on parle pas trop des enjeux de réchauffement climatique. Et là, Hélène, je vais me tourner vers vous et je veux votre réaction par rapport à un extrait que je vais faire entendre, une autre réaction de François Legault sur le grand remplacement canadien, appelons-le comme ça, parce que visuellement, c'est peut-être de ça qu'il est question. Évidemment, pour tout le Canada, ça pose des gros défis. D'abord, de construire des logements, d'avoir les capacités nécessaires, le personnel nécessaire en santé, en éducation. Je remarque que ce discours sur la capacité d'accueil est de plus en plus présent chez la droite identitaire. Un discours qui parfois sonne comme un faux humanisme envers les immigrants. C'est clair. On aimerait ça en avoir plus, mais on n'est pas capable de les accueillir. Moi, ce que je trouve fou, c'est que dans les gens qui émigrent, il pourrait y avoir des profs du personnel de la santé absolument. si on faisait un effort pour que les équivalences soient C'est ça. enfin accordées. Des gens qui soignent Ben oui. et des gens qui construisent des logements. Ben, Oui, en tout cas, Puis même j'ai- encore cette semaine, il était rappelé qu'il y a des budgets de francisation qui ne sont pas dépensés. c'est par ça. le gouvernement- gouvernement du Québec. Oui, le gouvernement du Québec a des enveloppes qu'il n'utilise pas Oui. pour la francisation. Non. J'ai malheureusement l'impression que les immigrants qui travaillent au Québec, on les veut surtout temporaires, parqués dans des roulottes à travailler dans les champs de cocombes ou comme Nounou à torcher les enfants de Dominic Barton.
Et là, si les chroniqueurs à l'écume identitaire autour de la bouche du Journal de Montréal et du Devoir cherchent des vrais scandales, ils devraient se tourner vers le journal en ligne Pivot, qui a fait paraître cette semaine une enquête sur l'emprise de ces firmes conseils à Ottawa. Je les mets au pluriel parce que depuis janvier, depuis l'enquête de Thomas Gerbet, on parle beaucoup de McKinsey, mais dans le fond, McKinsey, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les chiffres qui ont servi à l'enquête de Pivot proviennent d'un projet initié par l'École de politique publique de l'administration de l'Université Carleton. Ils ont analysé les données ouvertes du gouvernement du Canada. L'analyse débute en 2017, première année où ces données-là étaient accessibles, et se termine en 2022. Alors, la palme revient à Deloitte, qui a touché, on se rappelle, avant, on disait Deloitte et touche, donc qui a touché, depuis 2017, du gouvernement fédéral seulement, 508 millions en contrat. En deuxième, c'est PricewaterhouseCoopers avec 432 millions en contrat. Troisième place, Accenture avec 250 millions en contrat. Et McKinsey arrive seulement sixième, avec un total de 44 millions. Alors, selon Pivot, c'est 1,4 milliard que ça nous a coûté depuis 5 ans, juste au fédéral, parce qu'on sait que ces firmes-là travaillent aussi au niveau provincial pour avoir recours au service de ces firmes conseils. Ça, c'est vraiment un gigantesque scandale qui ne semble pas émouvoir nos amis de la droite. Je pense qu'il faudrait que les dirigeants des firmes conseils soient trans ou qu'ils ne fêtent pas la fête des mères pour que leurs agissements intéressent tous nos dandys dissidents. Non seulement on paye 1,4 milliard pour une expertise qui ne surpasse pas celle de nos fonctionnaires, mais en plus, tout ça se fait derrière des portes closes. Alors, dans le fond, il est là, le vrai grand remplacement, mon cher Mathieu. Et là, il y a un autre grand remplacement possible, celui des députés actuels, qui risque d'être remplacé par de meilleurs candidats, si on en croit Simon Jolin Barrette, qui justifiait ainsi les raisons pourquoi il fallait majorer de 30 000 $ par année 30 000 le salaire des députés. Ben, il y a eu l'inflation. Immédiatement. Hélène, il y a eu l'inflation. Oui, bien sûr, oui. Alors, parlez-moi d'un beau bouquet de fleurs pour les députés actuels, qui sont pas très bons, finalement, puisque... Oui, on en a besoin de meilleurs, à l'évidence. l'évidence. Et là, c'est François Legault qui va être content parce que cette augmentation et le maintien de l'allocation de dépenses, si on combine les deux, ben, les députés québécois vont devenir les mieux rémunérés de tout le Canada, en avant de ceux de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Et on sait que le rattrapage avec l'Ontario, c'est le vrai projet de société de la CAQ. Donc, on leur dit chapeau pour cette belle augmentation. Il faut dire que l'augmentation visait à rééquilibrer le salaire des députés qui est inférieur, quand même, ça c'est vrai, à celui d'un sous-ministre dans l'appareil québécois ou même à celui d'un attaché politique. Okay. Et on sait que les attachés politiques des ministres, essentiellement leur travail, c'est de tweeter que leur ministre est vraiment bon. Ils sont souvent mieux payés que leurs députés. Alors je pense qu'en pleine récession, ce qu'on aurait dû faire, c'est pas de majorer le salaire des députés, mais de baisser celui des sous-ministres et des attachés politiques qui ne servent plus à grand-chose, comme on vient de le voir, puisqu'on sous-traite de toute façon, à très grands frais, leur expertise. C'était les actualités cette semaine. Bon, alors Hélène. Oui. Encore une fois, j'ai sorti vos extraits. Puis en plus, là, ils sont en langue étrangère. Non seulement, je sais pas c'est quoi votre sujet, j'ai rien compris de vos extraits. C'est parfait, je vais toutes vous guider là-dedans. Puis je suis contente quand même de vous dire que j'ai retrouvé un petit peu de oomph depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, mais j'ai évacué le moton de la nostalgie. Ouais. Et la nostalgite, il y a quelqu'un qui m'a dit Hélène souffre d'une nostalgite. C'est possible, mais là ça va mieux. Puis comme un Jean Charest à l'époque, je suis prête. Ça y est. Vous avez amené un petit volant. Oui, j'ai les deux mains sur le volant. Puis je suis prête parce que j'ai vu un film en salle depuis vendredi le 5 mai. Qui m'a donné à voir le ici et maintenant, juste comme j'aime. Un film rude, âpre, politique, qui cherche pas à réduire les enjeux du monde à être gentil c'est bien, être méchant c'est mal. Un grand film. Et ce grand film, c'est RMN de Cristian Mungiu. Incroyable cinéaste roumain, déjà palmé d'or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui posait un regard frontal sur ce qu'étaient véritablement les restrictions aux droits et libertés au temps de Ceausescu, qui a aussi réalisé d'autres chefs-d'œuvre un peu moins reconnus, mais ça ne change rien à leur valeur. Au-delà des collines, sur 2 amies orphelines dont l'une est devenue nonne dans un monastère orthodoxe, ou aussi Baccalauréat, qui est formidable. C'est l'histoire d'un père médecin qui va organiser une petite entourloupette pour que sa fille, qui est une excellente élève, mais qui a été agressée la veille de son baccalauréat, soit quand même admise. Privation de liberté, corruption, immense rigueur de cinéastes qui regardent souvent fixement, encore plus souvent en plan séquence,
pour nous faire comprendre que saisir un pays comme la Roumanie, ou les autres pays d'ailleurs, ça demande à ce qu'on essaye d'englober le plus de choses possibles dans son regard, même si elles apparaissent contradictoires. Je vous le dis comme je pense, Cristian Mungiu, c'est un grand, et pour ceux qui en auraient besoin, c'est une porte d'entrée inouï vers ce cinéma roumain, le leader de ce qu'on a pu appeler la nouvelle vague roumaine. Ah ouais. Parce qu'en Roumanie aussi, comme au Québec, ils ont eu une nouvelle vague. Nous, c'était dans les années 2010 avec le cinéma de Denis Côté, Maxime Giroux, Raphaël Ouellette, Chloé Robichaud aussi dans une certaine mesure. Oui. Mais à la différence de chez nous, la nouvelle vague roumaine, d'abord, elle a cherché à faire un cinéma en prise directe avec son pays. Et puis ensuite, elle a ramené quelques chefs-d'œuvre. Parmi lesquels ceux de Cristi Puiu, le premier de cette... Et là, il faut quand même rappeler que la Roumanie, qui parfois paraît bien loin, la langue roumaine est une langue latine. Oui, on peut comprendre beaucoup des mots qui sont dits dans les films de Mungiu et des autres. On m'a même déjà dit que c'est une des langues les plus faciles à apprendre. Oui, pour un francophone, oui. Ce qui paraît, c'est une langue incroyablement facile. Moi, je ne l'ai jamais fait. Pays de dimension... comparable au Québec? Comparable, à peu près, oui. Non, c'est intéressant, vous parliez ça, bravo. Mais vous allez voir, il y a d'autres points communs. Enfin, là, c'était surtout des différences. Mais juste un petit mot sur cette fameuse nouvelle vague qui avait été initiée par Cristi Puiu, qui avait dit, je trouve ça extraordinaire, il n'y a pas de nouvelle vague roumaine, il y a juste des réalisateurs désespérés. Wow! Mais là, on parle de nouvelle vague. Quelle année? Pareil, c'était à peu près au mi-temps des années 2000-2010. Ouais, voilà, okay. Donc, lui avait réalisé un film extraordinaire qui s'appelle La mort de Dante Lazarescu, qui est un regard sur le système de santé roumain. Là aussi, il y a des points communs. Je vous conseille aussi de regarder Mardi après Noël de Radu Muntean, ou l'incroyable 12h08 à l'est de Bucarest de Corneliu Porumboiu, qui est une comédie très noire sur la révolution de 1989, avec des dents bien acérées. Alors, je vous dis, film différent dans le regard de notre nouvelle vague québécoise à nous, mais qui sont similaires parce que, comme les Québécois, ces films roumains, ils ont été parfaitement délaissés par les fameuses plateformes de streaming qui sont devenues notre quotidien. Donc, des films qui sont devenus des espèces de trésors quasiment introuvables, en tout cas difficilement. Ils ont été très, très peu numérisés. En gros, si vous ne les avez pas vus à l'époque de leur sortie en salle ou si vous n'avez pas mis la main sur les DVD, bonne chance. Bonne chance pour les voir. Ce cinéma roumain et ce cinéma québécois, ils ont pratiquement disparu et c'est tragique parce qu'au cours de la dernière semaine, j'apprenais qu'un film comme À l'ouest de Pluton, extraordinaire film de Myriam Véraud et Henri Bernadet, elle n'existe plus. Ah ouais. Il avait été annoncé comme renumérisé il y a 1 an et demi à peu près. Et voilà, C'est drôle parce que je suis en train de préparer un article pour Ababord numéro de juin sur l'archivage comme responsabilité collective. Puis il y a plein de films. Le dernier Nata, qui est un film qui date de 2019, documentaire sur les racines abitibiennes de Richard Desjardins. Ah oui. Introuvable. Nulle part. C'est ça, on peut même pas les acheter sur iTunes. Non, c'est ça. Ça n'existe pas. Non, je sais, c'est un gros problème, mais il paraît que c'est pas si pire parce que il y a Éléphant. Oui. On dit toujours ça. Il y a Éléphant. Il y a Éléphant, mais On peut trouver les navets des années 70 renumérisés sur Éléphant. C'est ça qui est particulier. C'est que le cinéma des années 70, début 80, il est là. Le cinéma très récent est là, mais il y a tout un pan de notre cinématographie qui a disparu. C'est quand même problématique. Vraiment. Et c'est aussi problématique dans d'autres pays comme la Roumanie. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir RMN parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra être revu. Donc là, il est en salle. Il est en salle au Cinéma du Parc depuis le 5 mai. J'espère que d'autres salles vont s'ajouter au fur et à mesure. Ailleurs qu'à Montréal aussi. Ailleurs qu'à Montréal aussi, c'est des toutes petites sorties, malheureusement. Mais ça reste un immense film qui, moi, m'a fait sortir de cet état de mollusque, m'a secoué les puces. Pourquoi? Parce qu'il plante son regard, ses plans-séquences dans un petit village de Transylvanie. Village qui est multiethnique parce que le film nous explique assez rapidement que les travailleurs locaux sont partis travailler ailleurs en Europe où les conditions et les salaires, bien sûr, sont meilleurs. Et c'est là qu'on va rencontrer la propriétaire d'une usine de boulangerie. C'est une femme. Et comme elle n'arrive pas à trouver de nouveaux employés, elle va demander une bourse à l'Europe pour pouvoir engager des travailleurs étrangers. 3 Sri Lankais vont débarquer. Ils vont accepter ce fameux salaire minimum, ces conditions surtout très, très minimales. Et on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Lehet, hogy előtte ki kellett volna kérni a közösség véleményét is.
És azt is kérdezzenek, hogy miért nem akarnak közülünk felvenni munkásokat. De nem akarom, hogy a helyzet elmérgesedjen, ezt ugye megértjük. Io organizzato morte per mensaggi, abbiamo primito la lì. Na tehát, nekünk semmi bajunk ezekkel az emberekkel, legyenek boldogok a saját országukban, de nem a mi pékségünkben, mert beteszik a kezüket a kenyérbe, és azt megeszik. Bon, on dit que c'est facile, Ouais, mais ça, ça prend j'avais des dit. bases Ouais, quand c'est ça, même. Ça prend des bases. Je pense pas qu'on peut apprendre le roumain. J'arrive avec la de traduction. façon- Ne vous en faites pas, ça commence avec une foule qui défile dans la rue et on les entend crier « Vous auriez dû consulter notre communauté avant ». Puis le plan continue, c'est un prêtre qui dit « Et pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas localement ?» Puis ça continue « Je ne voudrais pas que ça dégénère. Ils ont reçu des menaces de mort. » Et à la fin, toute une foule réunie, on entend une femme qui dit « On n'a rien contre ces gens tant qu'ils restent chez eux, mais on ne les veut pas ici à fabriquer notre pain. » Et c'est il y a quand même, c'est vrai, la symbolique du pain. Fabriquer le pain. Ben oui. Effectivement. Et c'est comme ça que RMN, l'acronyme roumain pour IRM, évidemment, va débuter ce travail d'observation terrifiant parce que passant d'une froideur, on est dans le village, tout le monde a l'air en mode survie, on essaye simplement de garder la tête hors de l'eau, sans plaisir, sans joie. Et peu à peu, le film va plonger dans une escalade glaçante vers le racisme, la xénophobie, parce que le village va se laisser gangréner par la haine de ces 3 travailleurs, symbole pour certains de ce multiculturalisme que l'Europe veut imposer, et objet d'un rejet qui grandit de plus en plus chez les villageois, qui vont se crinquer les uns les autres. On parlait du Journal de Montréal, on n'en est pas tout à fait loin, jusqu'à une scène presque finale, un conseil du village incroyable que Mungiu filme dans un plan séquence de 17 minutes et qui littéralement permet de voir comment l'extrême droite convainc et gagne. C'est un film effrayant parce que sans concession, sans compromis, un film droit dans ses bottes, qui fait ni dans le sensationnalisme ni dans l'angélisme, mais qui veut nous faire comprendre comment, en Roumanie, comme partout ailleurs, les frustrations, les rancœurs, les ressentiments socio-économiques, c'est un terreau incroyablement fertile pour le repli sur soi et le rejet de l'autre. C'est aussi ce que raconte un autre film qui s'appelle Phi 1.618, qui est le premier long métrage de Théodore Houchev. Théodore Houchev, il est né en Bulgarie, mais il est installé au Québec depuis de nombreuses années. Il nous a déjà emmenés aux Oscars avec des courts-métrages d'animation, Vaïcha l'aveugle. Oui. Et là, il fait son premier long qui nous emmène, on n'est plus dans l'animation cette fois, on est dans des prises de vue réelles, nous emmène dans un futur dystopique où la science a créé des biotitans. La procréation est devenue obsolète et ces nouveaux hommes, ces biotitans, cherchent à coloniser le cosmos sans réaliser que l'immortalité dans un régime tyrannique, c'est long. Ça peut être long vers la fin. Ça peut être long vers la fin. Et ce film-là aussi, il est sorti le 5 mai, lui aussi dans quelques petites salles choisies. Et je voulais vous parler de... Tiens, on va écouter quand même un petit extrait. Аз съм Криптон. Биотитан и таен криптокалиграф. От 100 години живея на борда на Пумпала. Това трябва да е краят на мисията ми. Къде ми е обещаното желание? Желанието е заключено вътре в теб. Трябва само да го отключим. Ouais, c'est pire, pas d'image. Hein? Ouais, je suis Krypton, un biotitan et crypto-calligraphiste. Je vis à bord du Spinning Top depuis 100 ans. 100 ans Comment on fait la liaison? Je sais même pas. 100 ans. 100 ans, voilà. C'est la fin de ma mission. Où est mon désir promis? C'est enfermé à l'intérieur de toi. Là aussi, on utilise le futur pour évidemment nous parler d'aujourd'hui. Mais surtout, je voulais vous parler de ces 2 films, RMN et Phi 1.618, parce que ce sont 2 films porte-étendards de ce que j'ai envie d'appeler du cinéma de résistance. Alors oui, bien sûr, dans ce que ces films disent, mais aussi parce que ce sont 2 représentants de ce grand cinéma d'auteur international qui perd ses plumes, qui les perd tellement que j'en suis rendue à me demander si dans 5 ou 10 ans, il va encore trouver sa place. Je vous l'ai dit, ces 2 films-là
sortent dans une toute petite salle à Montréal. Ils vont peut-être avoir d'autres salles qui vont s'ajouter. En région, on n'en parle même pas parce que probablement qu'il y a très très peu de sorties aussi. Alors oui. Tu sais, Hélène, moi, ce qui me fascine, je ne veux pas vous interrompre, là, mais c'est qu'avec la pandémie, toutes les initiatives qu'il y a eu, rappelons-nous de la scène Youpa, je sais pas trop, pas Youpa, mais... Youpa, ça c'est pour les enfants. Non, le truc de Lou Morissette, justement, là. Ah oui, c'est vrai. Fini. Disparu. Et ces initiatives-là qui auraient dû servir après ça pour un gouvernement qui se dit nationaliste, je le rappelle, c'est leur marque de commerce, n'ont aucune vision de rendre la culture québécoise, à part de faire des conférences de presse pour dire « Oh, les GAFAM, gna les GAFAM, c'est pas fin, les GAFAM, faut les taxer ». Alors qu'on avait la fenêtre avec la pandémie, on a créé des infrastructures numériques. Et on est revenu exactement comme avant. Ouais. Exactement. Alors, je sais bien que Cannes et les autres grands festivals internationaux vont encore accueillir ce grand cinéma d'auteur international, mais hors de ces endroits où, paradoxalement, c'est le champagne et les paillettes qui règnent, où est-ce qu'il va trouver son espace? Et si je me suis posé cette question, c'est parce que au cours des 2 dernières semaines, non seulement ces 2 films-là sont sortis, mais en plus, il y a eu 2 nouvelles qui m'ont fait me questionner sur l'avenir. D'abord, on a appris que le prochain film de Ken Loach, lui aussi, grand représentant de ce cinéma de résistance, il s'appelle The Old Oak. Ça va raconter l'histoire d'un propriétaire de pub qui rencontre une jeune réfugiée syrienne. J'ai pleuré juste en lisant le synopsis. Je sais déjà que ça va être extraordinaire. Il va être présenté à Cannes dès la semaine prochaine, mais surtout, ce sera le dernier. De Ken Loach? Ouais. Ah oui, un autre. Jeune, hein? Il a annoncé que ce serait son dernier. Après Tarantino aussi, il y a quelques semaines, on en avait parlé. Mais Tarantino, il a 60 ans, Ken Loach, 86. Ah bon, OK. Voilà pourquoi il a décidé qu'il arrêtait. Et on a appris du même souffle qu'un autre octogénaire, Martin Scorsese, cette fois, avait fait un appel aux propriétaires de multiplex. Il était invité au Comic-Con pour parler de son prochain film Killers of the Flower Moon, qui va réunir DiCaprio et De Niro, ce qui est quand même pas rien. Et il a fait cette déclaration qui n'avait pas vraiment rapport avec la promotion du film, mais qui est très intéressante. Il dit: je sais bien que les gros films rameutent les gens en salle. Je me souviens des années 50 avec Ben-Hur ou le Tour du monde en 80 jours, et c'était des films fun. Mais les autres films arrivaient aussi à jouer en salle, et ils étaient tout aussi beaux. Et je vais vous dire ceci, il faut trouver une façon de ramener les films indépendants dans les multiplex. Ça va faire une différence, parce qu'un ou une de ceux qui vont voir ces films, qu'ils aient 15, 19 ou 25 ans, vont devenir des artistes, des romanciers, des musiciens, des cinéastes. Et l'un d'eux réalisera peut-être le prochain blockbuster qui pourra sauver les salles et l'industrie de la prochaine crise. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'en limitant ce qu'on montre aux jeunes dans les multiplex, on empêche la création de se renouveler, on ne parie pas sur l'avenir, on limite les possibilités que l'art, dans le futur, soit capable de dépasser les attentes. Et comme je vous l'ai dit, ni RMN, ni FI 1.618 ne sont à l'affiche de nos multiplex. Celui qui le sera encore moins, c'est 7 paysages, le prochain film de Robert Morin. Observation plasticienne en plan fixe, assez bref, de la nature, sur plusieurs saisons. Il vous en avait parlé quand il était venu. Il n'avait pas dit grand-chose, mais c'est ça. Je l'ai Il disait que c'était contemplatif. C'est contemplatif, mais c'est quand même... Vous l'avez vu? Oui, mais c'est quand même assez vif parce que c'est une observation de cette nature qui étale sa puissance, sa beauté face à la folie des hommes. C'est un objet saisissant qui demande le grand écran, qui nous enjoint à une espèce de méditation entre l'apaisement, parce que la nature, ça reste beau, et l'effroi, parce que ça fait peur aussi. Et c'est un film qui n'a pas de distributeur. Figurez-vous que Robert Morin n'a pas trouvé de distributeur pour son prochain film, qui va donc sortir pour l'instant uniquement au cinéma moderne. Notez la date, c'est à partir du 24 mai. Il sera présent, c'est une toute petite salle sur le boulevard Saint-Laurent. C'est quand même peu pour un artiste de cette trempe-là. Ça n'a pas de bon sens. Pas de multiplex, évidemment. J'ai regardé depuis le vendredi 5 mai au Banque Scotia ou au AMC Forum à Montréal. En termes de nouveautés, c'est Gardiens de la Galaxie 3 ou Les Chevaliers du Zodiaque. Démerdez-vous avec ça. Alors oui, bien sûr, on a encore des salles... Il paraît que c'est bon, le 3e des Chevaliers de la Galaxie. Non, vous confondez Chevaliers du Zodiaque ou Gardiens de la Galaxie. Non, mais il paraît que c'est bien bon. Les explosions, en tout cas, elles sont le fun. En tout cas,
Oui, on a encore des salles indépendantes. Je citais le cinéma moderne, le cinéma du parc où sont diffusés RMN et FI 1.618. On a des petits cinémas de quartier, parfois même en région. Il y en a encore qui résistent. Et Dieu sait qu'on les aime, ces salles à taille humaine où le cinéma est montré pour lui-même, pas pour vendre d'autres bébelles. Mais je pense que Scorsese a raison. Si les multiplexes ignorent le grand cinéma d'auteur international ou nord-américain, en plus de faire un mauvais pari sur l'avenir, on risque de créer un cinéma à deux vitesses. C'est-à-dire 2 cinémas ghettoisés avec 2 publics qui ne vont plus du tout se parler. Et bien sûr, ici, à la Balado, on se tiendra toujours du côté du cinéma qui résiste, qui persiste à vouloir nous dire le monde, qui nous renvoie au visage nos lâchetés, nos bêtises collectives, parce que ce sont des films qui nous disent l'avenir, il est peut-être sombre, mais il nous appartient encore. Et il nous appartient surtout d'en définir les contours. Alors, j'irais même jusqu'à dire, en termes de gestes citoyens, voter ou acheter un billet de cinéma, c'est le même combat. Parce que dans les 2 cas, il faut toujours se méfier de la poudre aux yeux et considérer que ce geste, acheter un billet, ça a une influence sur le futur. Merci Hélène. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu les séances à 2 films. Avec un court-métrage? Non. Ça, on pourrait en parler aussi des courts-métrages qu'on devrait mettre dans des films. Non, mais moi, je me rappelle, au début du secondaire, au cinéma du centre d'achat à Granby, des galeries, on avait 2 films. Wow. Puis c'était courant, là. C'était pas... Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'avec la capacité de rétention des gens, moi incluant... Bon. C'est vrai? On devrait offrir le mercredi ou le lundi des séances doubles. C'est sûr. Moins grand public. Qui créent des programmes, puis qui créent des correspondances entre les films, les faire dialoguer entre eux. Il y aurait des choses formidables à faire, sauf que les films ont aussi augmenté en durée. C'est-à-dire que maintenant, ça n'existe plus un film d'1h30 ou presque. C'est peut-être ça à l'époque qui était possible. C'est ça. À l'époque, un film d'1h30, c'était le standard. Aujourd'hui, c'est 2 heures le standard. Or, les salles de cinéma vont vous dire, oui, mais si je fais une séance qui dure 4 heures, je perds énormément en vente de billets plutôt que de vendre 2 fois 2 heures. J'avoue. C'est ça. Bon. Le système économique est cassé. Philippe de Grosbois, de quoi vous parlez? Je sais même pas. Je fais attention de pas trop me plonger parce que je vais avoir l'effet de surprise. Je le sais un peu, mais faites semblant que je ne sais pas. On va parler de financement des médias d'information parce qu'il y a plusieurs événements dans le monde des médias dans les dernières semaines qui ont peut-être à première vue pas de lien entre eux, mais qui finalement sont liés à la question du financement. Il y a quelques semaines, il y a eu les attaques de Pierre Poilievre à l'endroit de Radio-Canada, la fameuse étiquette de médias financés par le gouvernement sur Twitter. D'ailleurs, Radio-Canada est revenu sur Twitter. Oui, c'est ça. Ça a été annoncé cette semaine parce que en fait, l'étiquette est disparue, puis je pense qu'elle est disparue pour à peu près tous les médias. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent publics. présentement sur Twitter. Ça bouge constamment. Dont la pertinence. C'est ça. Faut s'habituer à l'imprévu. Oui. Mais aussi des difficultés de médias privés, BuzzFeed News qui a fermé, Vice Media qui semble être sur le bord de la faillite, des médias locaux aussi, Métro Montréal, les hebdos. Donc, je me suis dit, il y avait quelque chose à aborder là. Peut-être si on commence avec les questions de Poilievre, les attaques à l'endroit de Radio-Canada, je pense même, première des choses, faut situer ces attaques-là dans le contexte d'une radicalisation des forces conservatrices, des forces politiques conservatrices, parce que c'est pas juste le diffuseur public qui est attaqué, c'est les institutions publiques qui nous donnent accès à de l'information, à de la connaissance de façon relativement autonome, qui sont attaqués. C'est pas le premier à s'attaquer à Radio-Canada. Ah, non, dans la politique canadienne. Même les libéraux l'ont déjà fait à l'époque de Jean Chrétien. Ça revient régulièrement. Mais c'est vrai que c'est... Les attaques, pas tant, sur la question du financement, mais aussi sur l'idée qu'il y a un agenda. Donc diffuseur public, mais les écoles, on voit que régulièrement, il y a des choses qui sortent où on enregistre des profs, on sort des enregistrements, on joue aux gérants d'estrade sur ce que les profs font, sur comment ils célèbrent la fête des mères ou la fête des pères, mais aussi les bibliothèques publiques. C'est vrai. Les critiques à l'endroit de l'heure du conte par les drag queens, c'est pas juste une attaque à l'endroit des drag queens et de la mouvance queer, c'est aussi une attaque à l'endroit des bibliothèques publiques elles-mêmes comme espace où il est possible d'avoir accès à une forme de connaissance qui est différente, ou même des retraits de livres comme on voit aux États-Unis. Fait que c'était juste pour placer les choses au départ. Je pense qu'il faut situer les attaques
actuelle à l'endroit de Radio-Canada, dans ce contexte-là plus large où les lieux d'information, de connaissances relativement indépendants puis autonomes sont aussi remis en question. Mais ce que je voulais plus amener ici, mon principal questionnement, c'est plus la réaction des diffuseurs publics à ces attaques-là. Parce que NPR, donc National Public Radio aux États-Unis, qui est on peut dire là, plus ou moins le petit diffuseur public. Oui, parce qu'il n'est pas financé officiellement par l'État. Oui, c'est ça. C'est assez minime. Il y a des campagnes de financement. C'est ça, beaucoup de publicité aussi. Oui. Mais bon, c'est un peu le maigre équivalent de diffuseur public aux États-Unis, mais la réaction de NPR et de CBC ont été quand même assez semblables par rapport à cet étiquetage-là, c'est-à-dire battre en retraite. Moi, c'est comme ça que je le verrais, se retirer de la plateforme. Évidemment, il n'y a rien qui oblige ces stations-là, ces diffuseurs-là, à avoir une présence sur Twitter. Comme on vient de le dire, si dans le contexte actuel de dégradation, on peut tout à fait comprendre. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au-delà d'une défense un peu formelle des pratiques de l'indépendance du diffuseur, c'est comme si on avait un petit peu accepté le shaming. On avait accepté cet étiquetage-là. Je vais vous donner un exemple. Là, ça ne vient pas de Radio-Canada, mais c'est un édito d'Alexandre Sirois à la presse, donc dans ce contexte-là, où il disait, bon, c'est une nouvelle qui peut sembler banale. Après tout, c'est la stricte vérité. Le gouvernement canadien verse plus d'1 milliard de dollars à la CBC. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une appellation comme celle-ci est extrêmement péjorative sur Twitter. C'est un peu l'équivalent de la lettre A que doit porter cousue sur sa robe l'héroïne du roman La lettre écarlate parce qu'on l'accuse d'adultère. Donc, c'est un peu ça qui m'intrigue. C'est drôle le parallèle. Oui, d'abord. Mais aussi, c'est comme si ce marquage-là de médias financés par le gouvernement, pourquoi on l'accepte justement comme quelque chose de négatif ou de péjoratif? Même dire financé par le gouvernement, c'est faux dans le cas de Radio-Canada et CBC parce que c'est financé par l'État. Ben, c'est ça, c'est pas la même chose. Indépendamment du gouvernement en place, évidemment, qui vote les crédits, mais avec tout le monde. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que Radio-Canada a choisi de se retirer parce que Radio-Canada n'acceptait pas, je devrais plus dire CBC, là, parce que mais n'acceptait pas cette étiquette-là en disant justement, oui, on a des mécanismes qui nous protègent en termes d'indépendance. C'est sûr qu'on peut comprendre que les journalistes au Radio-Canada veulent pas être associés à la Pravda ou à Russia Today, pour prendre un exemple plus contemporain, ou à des médias nord-coréens. Et c'est probablement l'objectif de Poilievre et de Musk aussi. Elon Musk est un peu dans la même logique. Poilievre, c'est à Musk qui a demandé tout ça. Donc, c'est un peu dans leur objectif aussi d'entretenir cet amalgame-là. Oui. Mais pourtant, il me semble que c'est facilement, en tout cas, assez aisément démontrable que le financement étatique mène pas automatiquement à de la propagande étatique bête et méchante. On a un extrait d'un député, je pense un député libéral à la Chambre des communes, Mark Holland, qui en faisait la démonstration. The leader of the opposition gets up in a government-funded bed in a government-funded house. He enters a government-funded car where he's driven by a government-funded driver, where he goes to a government-funded office with government-funded staff. And I wonder when he gets on his government-funded phone and talks to big tech giants from other countries about how they can destroy the CBC and other public broadcasting. I wonder when he talks to them about his Twitter account, what percentage of public-funded, given that he's worked his entire life for the federal what is it, 99.8%? Is it 99.9%? Alors, traduisons, mais en gros, c'est qu'il dit que la carrière de Pierre Poilievre et aussi tout son appareillage, sa maison, sa voiture, son téléphone, son personnel politique, son bureau, sont financés par le gouvernement. Puis pourtant, ça ne l'empêche pas de dire toutes sortes d'aberrations et de niaiseries qui ne vont pas dans le sens du gouvernement qui est au pouvoir. Par ses propos, les grandes multinationales qui détruisent l'écosystème médiatique canadien. Absolument. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des critiques à l'égard de Radio-Canada ou de la BBC en Grande-Bretagne, absolument. Mais il faut être capable de reconnaître qu'il y a des distinctions qui sont possibles avec des médias propagandistes d'État, y compris en Occident en passant, parce que des fois, on a l'impression que ça se passe à l'autre bout de la planète, mais Voice of America, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une station de radio américaine qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est maintenant diffusée dans des dizaines de langues. Et en gros, en fait, c'est beaucoup, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est beaucoup le contexte de la guerre froide. Voice America, c'est un peu la parole du monde libre. Donc, c'est vraiment l'idée, on vous envoie des ondes pour dire... Et le modèle économique qui vient avec.
Non, mais dans les valeurs, j'imagine. Oui, dans le c'est bois, ça, absolument. Oui, oui. c'est ça. C'est vraiment le monde capitaliste. Donc, vous voyez, ça existe encore. Comme je dis, c'est dans des dizaines de langues. Oui. C'est encore diffusé. Si on regarde les subventions, il était question tantôt des revues de Véronique Cloutier. Oui. Les subventions reçues par les revues de Québécois, puis Jean-François Nadeau le rappelait du Devoir, le rappelait clairement dans sa lettre à Pierre Poilievre. Il disait « Summum, 7 jours, la semaine, Star System et d'autres dans le genre, devrait-on leur reprocher aussi d'être financés par l'État et ce faisant de distiller une dangereuse idéologie? » Bon, peut-être qu'ils diffusent une idéologie qui est dangereuse. Oui. Peut-être pas la même, mais on voit que c'est pas parce que des médias reçoivent des fonds publics qu'automatiquement, ils vont tous marcher au même pas. Mais non. À l'inverse, on pourrait aussi dire que des médias privés, donc des médias qui ne reçoivent pas de financement des gouvernements, peuvent être aussi très serviles à l'égard de l'État capitaliste ou des intérêts privés qui protègent. En Amérique latine, on l'a vu au Venezuela, suite à la victoire de Hugo Chavez dans les années 2000, les médias privés faisaient des attaques très, très, très fortes et qui ont pu contribuer à la tentative de coup d'État qu'il y avait eu contre lui. Au Brésil aussi, Lula. Donc, quand il y a des candidatures qui sont plus à gauche, qui obtiennent des victoires, on voit que c'est une défiance par rapport au gouvernement, mais par rapport à certains intérêts économiques et une certaine faction qui occupait l'État pendant très longtemps, là, on est quand même très loyal. Pensons aussi à Fox News sous la présidence de Trump ou de une du Journal de Montréal sur l'immigration qui viennent nourrir une CAQ qui était un petit peu plus en difficulté avec son troisième lien. Et avec les maisons des aînés qui ne seront pas livrées et qui coûtent le double avec tout ce qui ne va pas. C'est ça. Et là, bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans le secret des dieux et des déesses, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Denise Bombardier a déjà fait une belle éloge de François Legault, c'est quand même... il y avait eu... Je ne dis pas qu'ils sont à la solde de la CAQ, mais ils sont quand même sensibles à tout ce que la CAQ c'est pas nécessairement qu'ils répondent à des commandes, je pense pas en fait, mais c'est de voir cette servité-là, elle existe. C'est un petit milieu, le Québec, à plein de niveaux. Il y avait eu aussi Elsie Lefebvre, 1 an à peu près après le début de la pandémie, elle avait fait une chronique qui s'appelait 1 an après la pandémie, merci François Legault. C'était merci François Legault, point d'exclamation, parce qu'évidemment, sa gestion était absolument exemplaire. Bon, alors, la question demeure, pourquoi Radio-Canada a baissé pavillon? Pourquoi accepter cette étiquette-là comme une étiquette négative de financer par le gouvernement? Je pense qu'il y a une autre raison qui est plus profonde, qui relève plus des dernières décennies. Pourquoi ce stigmate-là semble difficile à rejeter? Je pense que pendant des décennies, une large part du journalisme s'est fait un peu le relais de façon plus ou moins consciente de l'idéologie néolibérale selon laquelle le marché, c'est le lieu de la liberté et l'État, c'est le lieu du contrôle. Et cette idée-là, elle était très bien ancrée chez les journalistes, même concernant le financement des médias eux-mêmes. Faut voir qu'il y a moins de 10 ans à peine, là, on est en 2023, ça date peut-être de 2015-2016, qui a commencé à avoir un changement par rapport au financement public des médias. Jusque-là, c'était une idée très largement partagée dans la profession que si on reçoit des subventions publiques, si on reçoit des aides publiques, ça va nuire à notre indépendance. Puis je parlais tantôt de... Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vraiment... C'est à partir du moment, en fait, où la presse, Jessica, les journaux de Jessica ont commencé à être vraiment, vraiment proches de la fermeture, que là, tout d'un coup... grande difficulté financière, là, il y a eu une réflexion. Et là, le gouvernement Trudeau a plus ou moins dit, écoutez, on ne va pas financer des trucs qui appartiennent à des grandes entreprises. Si vous devenez des OBNL, là, on va être plus parlable. Et c'est là qu'il y a eu comme un changement d'attitude. Parenthèse, je fais un petit peu de philosophie, mais le matérialisme de Marx, c'est de dire que les conditions matérielles influencent les idées. On en a un très, très bel exemple parce qu'il y a eu un virage où les conditions matérielles... Finalement, peut-être que le financement public, ça peut peut-être s'arranger. Et je rappelle aussi, il y a des biais aussi qui étaient pro-occidentaux dans tout ça, dans cette vieille mentalité-là que le financement de l'État veut dire qu'on va perdre notre indépendance. Si on prend Al Jazeera, par exemple, c'est sûr qu'Al Jazeera, c'est financé par le Qatar.
Ça a souvent été regardé de haut par le milieu médiatique de société occidentale. Pourtant, Al Jazeera, encore aujourd'hui, fait des enquêtes. Peut-être qu'ils font du moins bon matériel quand il est question du Qatar ou certains enjeux dans les pays arabes. Mais ça, je veux dire, est-ce qu'on fait confiance à la BBC pour couvrir la monarchie britannique? Non. Je suis pas sûr. Et Al Jazeera fait le aussi... couronnement, ils l'ont fait. C'était très bien. C'était top. Radio-Canada aussi, on a parlé un petit peu. Bon. Ils aiment ça aussi. Ouais. Mais bon. Mais juste pour revenir sur Al Jazeera, ils font aussi des très, très bonnes enquêtes. Il y a une station plus en ligne qui s'appelle AJ+, en France, qui a un contenu féministe, pro-LGBT, qui est probablement pas dans la ligne de parti du Qatar. Je penserais pas. Donc, c'est ça. C'est vraiment les craintes face aux fermetures de grands journaux qui ont amené ce changement-là de vision. Mais j'ai l'impression que le changement de vision... comme il est très récent, justement, puis comme il est peut-être encore un peu vu par les journalistes comme circonstanciel, qu'on est dans une mauvaise passe, on est dans la difficulté. Vous n'avez pas l'impression, Philippe de Grosbois, qu'avec l'exode des revenus publicitaires vers, entre autres, les GAFAM, qui semble être, pas une parenthèse, mais une tendance lourde, ça aussi, je pense qu'on pense plus que le financement public des médias va être quelque chose de ponctuel. Je pense que... C'est ça. Ben, je pense que c'est là pour durer. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que comme c'est quelque chose qui est relativement récent, puis il y a quand même toute une identité professionnelle aussi d'indépendance par rapport à l'État, avec toutes les nuances que j'ai données tantôt. Mais il y a toute cette identité professionnelle-là qui a peut-être pas... ou des réflexes qui n'ont pas disparu en 5-10 ans. Non, ça, c'est vrai, c'est vrai. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi qui explique que, comme le disait Alexandre Sirois, que médias financés par le gouvernement, c'est une lettre écarlate. C'est vraiment quelque chose de négatif. Puis c'est dommage que la réaction de Radio-Canada ait été timorée de cette façon-là, parce que pour moi, ce débat-là qu'il y a eu avec Poilievre, avec Musk, Twitter, pour moi, c'est une occasion en or de faire la promotion de l'information comme service public. C'est vrai. Radio-Canada aurait pu faire ce qu'on appelle un renversement du stigmate, c'est-à-dire prendre une étiquette négative, la revirer de bord. Ils auraient pu dire oui, on est financé par des fonds publics et on est fiers d'être financé par des fonds publics. C'est parce qu'on est financé par des fonds publics qu'on est moins sensationnaliste, qu'on fait plus d'enquêtes, qu'on a des émissions de sciences. On parlait tantôt de la question de la rentabilité. Qu'on a des correspondants à l'étranger. Qu'on a des correspondants à l'étranger. Oui, tout à fait. Toutes sortes de choses qui coûtent cher, qui rapportent peu, mais qui sont dans l'intérêt public. Autrement dit, Radio-Canada aurait pu envisager ce financement-là comme une source de distinction positive. Mais pour ça, ça prend une vision forte, solide, assumée de ce qu'est le service public et aussi de la relation avec le public, mais ça, on en parlera plus tard. Et c'est pas évident que cette vision solide-là du service public elle est si forte que ça en ce moment à Radio-Canada. Quand on voit, encore une fois, c'est l'héritage de quelques décennies, la distinction entre Radio-Canada et TVA, par exemple, qui s'estompe plutôt avec le temps. L'augmentation de la publicité, d'avoir davantage de variété, d'avoir sur les chaînes d'information continue des émissions de commentaires avec ce qu'on appelle en France des toutologues, des gens qui connaissent rien sur à peu près tout. Tout à fait. Et je cite encore Jean-François Nadeau qui avait fait une lettre à Pierre Poilievre. Il dit « Vous pouvez apprécier le pâté chinois et le canard à l'orange, mais pourquoi fusionner ces deux aliments dans une purée? À Radio-Canada, tout semblait à son père, il parle de son père, Radio-Canada, tout lui semblait avoir été culbuté, cul par-dessus tête, du côté du simple divertissement, du spectacle, de coups de cœur annoncés par des réflexions en vrac, livrés à la vitesse de l'éclair dans des formats de plus en plus ratatinés et indigestes. » Donc, la privatisation ou le rapprochement du privé, ça, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'a dit plusieurs fois. La privatisation d'institutions publiques, c'est pas juste en les vendant ou en les coupant, c'est aussi l'incorporation de principes du privé. De pratiques. Et de mécanismes, de réflexes, de valeurs à l'intérieur du fonctionnement de l'institution. Quand ils ont Radio-Canada, entre autres, quand ils ont liquidé les studios, quand ils ont fait appel de plus en plus à l'entreprise privée pour la production, alors qu'avant, tout était fait maison, c'est une façon aussi de privatiser en douce. C'est ça, on peut se demander jusqu'à quel point c'est encore un service public. En tout cas, par exemple, la télévision... En tout cas, c'est partiellement au minimum parce que c'est ça, juste la publicité. Déjà, on voit qu'il y a d'autres financements. Je parlais de Véro tantôt, excusez-moi Philippe, mais je parlais de Véro tantôt. Pourquoi Véro a sa chaîne à elle chez un diffuseur public comme Véro.tv?
Je dis pas que cette chaîne-là doit pas exister. Moi, elle m'intéresse pas, mais c'est un diffuseur privé qui devait l'avoir. Mais vous dites le mot, c'est un diffuseur, c'est plus un producteur. C'est-à-dire oui, que... mais là, un diffuseur... oui, mais c'est là qu'on est rendu et c'est là qu'on voit les limites de toute cette réflexion-là, justement. Et mon point, c'est que, dans le fond, cet amalgame-là, ce rapprochement-là de certaines logiques du privé ou de certains contenus du privé, c'est ça qui affaiblit l'institution, notamment au niveau de l'image qu'on a après ça auprès du public, parce que si Radio-Canada se distingue moins, ben c'est sûr qu'on peut se demander davantage pourquoi on la subventionne finalement, pourquoi on donne des fonds publics alors que du privé fait la même chose. En ce sens-là, moi je trouve que les attaques de Poilievre sont tout à fait c'est comme l'aboutissement logique de l'approche néolibérale qu'on a vu aussi en éducation, en santé. On sous-finance, on force à adopter des logiques du privé. Et quand la qualité baisse, quand la distinction baisse, ben là, on se dit, on en a-tu vraiment besoin? Pourquoi on finance ça? Finalement, c'est pas très bon. Donc, on devrait aller encore plus loin dans la privatisation. Si je peux me permettre une toute petite parenthèse, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur le cinéma, parce que si je prends l'exemple des États-Unis, tout a été laissé au privé. Donc, la production de films s'est orientée vers la rentabilité au maximum, l'idée de, justement, ne plus avoir de valeurs ou de principes qui seraient démocratiques, peu importe. Et donc, on se retrouve avec des super-héros back à back. C'est supposément ce que les gens veulent. Et donc, de moins en moins de place pour un cinéma indépendant qui permettrait, et qui, justement, est ce cinéma que nous, on finance au public. C'est vrai. C'est une excellente transition. On dirait qu'on s'est coordonné avant, mais c'est pas le cas. Parce que je voulais enchaîner justement sur la situation des médias privés. Justement, c'est que quand on laisse ça dans une logique qui est uniquement pensée en termes de rentabilité, on voit que ces médias-là sont en difficulté. Donc, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a vu, parce que la pandémie, on s'est dit, là, on reçoit plus de fonds, tout ça, ça va un petit peu mieux. Mais non, la tendance générale va encore aux difficultés. Donc, dans les derniers mois, il y a eu la fermeture de BuzzFeed News, donc la section nouvelle de BuzzFeed. Vice Media prêt de déclarer faillite. En février dernier, il y a eu des centaines de postes éliminés chez Groupe TVA. En janvier, il y a eu des postes coupés chez Postmédia. À Montréal, Métro Média a annoncé récemment qu'ils étaient en difficulté suite au changement dans la distribution des Publisac. D'ailleurs, la question des Publisac, je trouve que c'est particulièrement révélateur. On ne peut pas avoir un exemple plus clair de la dépendance des médias privés à l'égard de la publicité. Le journal est menacé s'il n'est pas littéralement livré dans un sac plein de circulaires. Tout à fait. Donc, on voit vraiment cette dépendance-là. Circulaires disponibles sur Internet. Oui, puis que plein de gens ne veulent pas. Non, en plus, mais c'est ça, c'est que là, c'est comme un tirage. Chaque Publisac qui est mis à une boîte à mal, c'est un tirage qu'on peut justifier auprès de l'annonceur, alors que sur Internet, c'est plus flou. Oui, absolument. Et donc, ça aussi, il y a eu quelques articles autour de ça, les difficultés de Métro Média. Il y a une lettre de Christine Saint-Pierre, donc ancienne ministre libérale des Communications, ancienne journaliste aussi, qui était un peu en appui à Métro. Mais dans le fond, elle disait qu'elle était en appui, mais elle ne disait pas grand-chose sur les causes. En fait, même à un moment donné, elle dit que ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le moment. Je ne sais pas c'est quoi le bon moment pour chercher. Non, c'est ça. Mais si on veut une analyse plus forte, moi, je recommande je pense un édito de Simon Van Vliet au Journal des Voisins. C'est étonnant. Christine Saint-Pierre, c'est une ancienne journaliste. Que sa réflexion n'aille pas plus loin. Oui, c'est parce que la question du financement, c'est que ça a toujours été un peu... on va pas là, on va pas dans l'économie politique. Quand c'est privé, c'est correct. Quand c'est public, on n'est pas sûr. Bon. Mais donc, c'est ça. Simon Van Vliet, dans le Journal des Voisins, qui est justement un journal local, qui est plus dans Ontic, Cartierville. Dans la même période, donc 26 avril, avait fait je pense que c'est un édito là, qui s'appelle « L'information locale est morte, point d'interrogation, vive l'information locale ». Donc, il se demande, lui, carrément, si l'information locale se meurt, qui l'a tué? Il dit, oui, bon, il y a la question des Publisac, mais en même temps, eux, ils ont été capables de se trouver un réseau de distribution qui n'était pas dépendant de ces sacs de circulaires-là. Et lui, il dit, dans le fond, si on pointe juste l'administration municipale de Valérie Plante, on a la mémoire courte parce que c'est lié aussi à la guerre des hebdos locaux
que se sont livrés Transcontinental et Québécois il y a quelques années. Oui. Je cite Simon Van Vliet, il dit « Plutôt que de mettre leurs ressources colossales, donc on parle de Transcontinental et Québécois, plutôt que de mettre leurs ressources colossales au profit du développement d'une presse locale de qualité, les deux conglomérats se sont affairés à concentrer le marché pour en extraire de la plus-value pour leurs actionnaires, quitte à ce que cela se fasse au détriment de la valeur de l'information qu'ils produisaient. » Donc, on rejoint vraiment la question du cinéma tantôt. Ces entreprises milliardaires qui avaient à la fois les ressources et l'infrastructure nécessaires pour opérer une transition numérique dans la presse locale ont fait passer leurs intérêts commerciaux avant l'intérêt du public. Et pour BuzzFeed News, c'est vraiment un phénomène tout à fait semblable. Nathan Robinson, dans Current Affairs, c'est pas la première fois que je vous en parle, je recommande vraiment de suivre ce penseur-là, qui disait autour de la fermeture de BuzzFeed News, il disait « Le journalisme est dans un piteux état parce qu'il a en grande partie été confié à des entreprises à but lucratif qui comprennent qu'il est beaucoup plus facile de faire de l'argent en remplissant la tête des gens de contenu merdique que de leur dire les choses qu'ils devraient savoir. » C'est une traduction maison, mais c'est à peu près la même affaire en anglais. C'est sûr que je pense que toute fermeture de médias d'information est à déplorer, mais il faut aussi rappeler que BuzzFeed, et là je parle de BuzzFeed en général, pas nécessairement BuzzFeed News, BuzzFeed sur Internet a pratiquement inventé le clickbait. BuzzFeed, c'est les listes. Ça s'appelle le quiz. Buzz. Oui, c'est ça. BuzzFeed. Et c'est eux d'ailleurs. C'est un peu à travers BuzzFeed, puis ça c'est Nathan Robinson aussi. Oui. Il y avait beaucoup de reportages de la nouvelle drogue en Biélorussie. On a envoyé quelqu'un. Il y a toujours eu un côté plus fouillé, plus enquête, alors que BuzzFeed, c'était très contenu lu en 3 minutes. Et c'est encore, parce que c'est BuzzFeed News qui a fermé, mais BuzzFeed, lui, est encore là, justement, la partie la plus profitable. Nathan Robinson rappelle d'ailleurs que c'est un peu à partir de ce genre de médias-là comme BuzzFeed qu'on a commencé à parler de contenu, de content sur Internet et non pas d'articles, de reportages, d'enquêtes. Et sur la question de BuzzFeed News, c'est ça, c'est qu'on a un peu oublié que finalement, on voit que c'est pas fiable, en fait, un modèle comme celui-là, qu'on s'appuie beaucoup sur le clickbait, mais que finalement, on se retrouve face éventuellement au même problème, c'est-à-dire que l'enquête, des dossiers plus fouillés, ça coûte cher. Et même BuzzFeed News, même si c'est arrivé qu'ils fassent du bon travail, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais BuzzFeed News a été déterminant dans la panique autour des fake news à l'ère Trump. C'est un article de Craig Silverman dans BuzzFeed News qui a dit que certaines fake news avaient circulé davantage que certaines vraies nouvelles dans l'élection de Trump, ce qui était vrai, mais qui était quand même une lecture un peu tronquée de la réalité, parce que globalement, c'est beaucoup plus les vraies nouvelles qui circulent que les fausses. C'était aussi BuzzFeed News qui avait sorti un article qui alléguait que Poutine avait du matériel compromettant sur Trump et le faisait chanter. Donc, leur culture, si on veut, du clickbait, SME sur du bon journalisme. Sur BuzzFeed News, où est-ce que finalement, là aussi, même si, encore une fois, il y avait aussi des bons articles, mais il arrivait aussi qu'il y ait des articles de nouvelles qui étaient un peu tendance clickbait et qui ont eu, selon moi, des conséquences quand même assez importantes sur la lecture qu'on a eue de Trump, de sa victoire et de son pouvoir. Donc, autant, on parle des difficultés, des attaques que subissent les diffuseurs publics, les difficultés des médias privés. Donc, la question dans tout ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait? C'est comment on revoit... On n'est pas juste dans la critique ici à la balado. Absolument pas. Philippe de Grosbois, on a d'amener... moi, je trouve ça important d'amener... Je pense que d'être de gauche, c'est pas seulement d'amener des critiques, c'est de montrer qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des possibilités, qu'il faut saisir. Moi, je l'oublie des fois. Heureusement, vous êtes là. Non, mais c'est vrai, vous êtes là pour me le ramener. Le petit rappel mensuel. Mais donc, il y a actuellement un projet de loi qui est en discussion au niveau fédéral. Projet de loi qu'on appelle souvent le modèle australien, qui est de dire, puis les journalistes qui le présentent sont un peu jugés partis parce que, eux autres sont très en faveur de ce modèle-là, puis ils disent, on va forcer, c'est des projets de loi qui forcent les GAFAM à payer les... Petite parenthèse, là, je trouve qu'il y a quand même une large part du milieu culturel journalistique qui s'est plus ou moins transformé en cheerleader de Pablo Rodriguez. Des fois, j'ai l'impression que la distance critique, parce que c'est quelque chose qui est globalement
positif et encourageant. C'est comme si on est critique de ces projets de loi-là, c'est qu'on est conservateur. Puisqu'on joue le Même jeu chose avec des GAFAM. Netflix et Spotify, tout ça. Là, les seules critiques... Là, je parle des médias québécois, parce que dans les médias canadiens, je pense que c'est moins pire. Mais dans les médias québécois, les critiques de ces projets de loi-là par rapport à Netflix, Spotify, tout ça, les seules critiques qui existent, c'est des critiques conservatrices. Et si vous amenez des critiques qui sont plus à gauche, soit ça n'existe pas, ou soit vous jouez le jeu des conservateurs. Bon, alors regardons un petit peu c'est quoi ce modèle australien, entre guillemets. La loi australienne actuellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle incite Google, Facebook et compagnie à négocier avec les médias d'information pour qu'ils leur versent des redevances. Donc, ce n'est pas une loi qui dit « OK, c'est tant, on fait un calcul, vous devez verser tant ». Ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est de donner une petite poussée dans le dos, d'inciter à une entente entre entreprises. Non, c'est ça. Ben, c'est qu'on va le voir, c'est qu'il peut, si ça tarde trop, si c'est trop difficile, là, l'État peut intervenir. Mais à la base, c'est des ententes entre entreprises. Donc, des ententes du libre marché, à la limite. Là. Des ententes qui sont confidentielles. Donc, si c'est confidentiel, ça veut dire qu'on ne connaît pas les montants versés. On ne sait pas s'il y a des conditions. Tu sais, c'est quoi? C'est exactement l'entente, on verse, mais machin. Quel va être l'effet de la confiance de la population envers les médias, sachant qu'ils reçoivent de l'argent dans des conditions qu'on ne connaît pas trop? Des ententes qui impliquent que tout dépend du rapport de force. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, on est depuis peut-être 5-6 ans, on est dans une période où la critique des GAFAM est très, très forte. Même Nicolas Ciccone a fait une chanson sur les GAFAM. C'est de la grande poésie. Mais donc, on est dans un courant où il y a beaucoup de critiques à l'égard des GAFAM. Mais qu'est-ce qui dit que dans 5 ans, 10 ans, quand ça va être le temps de renouveler ces ententes-là, est-ce que le rapport de force va être le même? Ensuite, c'est aussi un rapport de force qui est beaucoup plus intéressant pour les grands médias. Rupert Murdoch, l'empire médiatique de Rupert Murdoch, c'est basé en Australie. C'est un Australien à la base. Murdoch. Donc, il y a de ces médias-là qui ont reçu, qui reçoivent déjà beaucoup d'argent, mais qui là, ils se mettent à en recevoir aussi des GAFAM. Et pour les médias indépendants, c'est beaucoup plus difficile de négocier avec Google, avec Facebook. Je pense que le gouvernement canadien veut faire quelque chose pour que ce soit plus facile pour les médias indépendants, mais on verra ce qui va arriver. On se retrouve aussi avec le même problème parce que, imaginons un cas de figure dans lequel un média, peu importe lequel, publie une enquête sur Facebook pour critiquer, mais Facebook, malgré l'entente qui va être prise, va sûrement pas relayer. Et donc, on se retrouve... là, c'est sûr qu'on n'intervient pas sur l'écosystème en tant que tel. Donc, on se retrouve avec un nouveau système qui va faire de la propagande pro-GAFA. Une espèce de ligne de conduite. C'est complètement absurde. Puis, dernier élément, c'est que c'est ça. Donc, Google et Facebook ne sont pas nommés dans la loi. Donc, on se fie à leur bonne foi. Et là, il y a un délai qui était donné, je pense que c'était 6 mois, 1 an, je ne sais plus. Il y a un délai qui était donné de négociation. Et si ça traîne trop, là, ils peuvent être nommés. Et là, il y aurait un arbitrage qui serait déclenché. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça implique un coût politique pour le gouvernement de faire ça. C'est que là, en ce moment... Là, arrangez-vous entre vous autres, là, négociez entre vous, puis arrangez-vous pour que ça marche, parce que si ça ne marche pas, nous, il va falloir qu'on intervienne. Mais si on intervient, mais là, ça relance le débat, puis là, pour le gouvernement, ça peut représenter un pas supplémentaire. Donc, pour moi, le modèle australien, entre guillemets, c'est loin d'être une panacée. En plus, c'est une approche que moi, je considère qui est plutôt corporatiste, parce que ce qui génère de la richesse sur les médias sociaux, c'est pas seulement les médias d'information. Puis d'ailleurs, la circulation de nouvelles et médias d'information, nous, peut-être, les gens, on est plus informés, politisés, tout ça, il y en a qui en consomment plus, mais en général, c'est pas ça qui est le plus gros de la circulation. Et qui crée de la richesse sur les médias sociaux? C'est tout le monde. C'est le temps qu'on passe, c'est les commentaires, c'est les partages. Donc, si on veut aller chercher de l'argent de ces médias sociaux-là, ça prend une approche beaucoup plus globale qui impliquerait, par exemple, de lutter contre l'évasion fiscale des GAFAM, revoir la fiscalité. Bon, je sais qu'en Europe, parfois, il y avait des réflexions sur le fait que on pourrait les imposer sur la base de la richesse qui est créée par l'activité. Les Québécois, les Canadiens, on crée la richesse de Google et Facebook par l'activité qu'on a, nous, sur le territoire. Donc, si on trouvait un moyen de réformer la fiscalité pour que ces revenus-là,
on a les taxer de cette façon-là, bien là, à ce moment-là, on n'est plus. Puis, bon, Google, Facebook font du chantage en ce moment en disant on va déréférencer. Mais là, si c'est tout le monde, si c'est les 8 millions de Québécois et Québécoises, si c'est les gens au Canada, ben ils vont pas dire on va tout fermer. Là. Donc, mais ça serait une approche qui est plus globale. Et si on avait cet argent-là, si on allait chercher des enveloppes vraiment significatives avec ça, là, on pourrait commencer à imaginer un modèle alternatif de financement, parce que ça aussi, c'est la question, hein, comment on va distribuer, mettons qu'on ramasse une bonne cagnotte, comment on distribue cet argent-là? Moi, j'ai un de mes rêves, c'est des bons citoyens qui seraient financés par l'État. Vous faites votre rapport d'impôt, vous recevez votre avis de cotisation. Pas des bons citoyens, des citoyens bons. Non, pas des citoyens gentils. Comme les bons de la victoire. Comme des bons d'achat. Oui. Et donc, vous faites votre rapport d'impôt, vous recevez votre avis de cotisation, puis avec votre avis de cotisation, vous recevez 20-30 $ que vous pouvez décider d'allouer à certains médias qui pourraient être déterminés sur la base de critères le moins idéologiques possible pour que ce soit vraiment un éventail, mais des critères quand même raisonnables, genre être à but non lucratif, je ne sais pas moi, donner accès à ses archives, pas posséder, pas être un grand conglomérat, d'être membre du conseil de presse, d'accepter de corriger quand il y a des erreurs manifestes qui sont signalées. Juste des trucs élémentaires. Avoir une couverture culturelle qui se tient. Non, mais ça a disparu des médias. Parce que là, si on entre dans le contenu, là, ça devient plus compliqué parce que si un média se consacre... Disons que je fais un média qui est juste sur la vie économique, la vie politique, ben il pourrait avoir... Mais bref, il y aurait moyen d'avoir des médias qui sont indépendants du gouvernement parce que c'est vraiment une initiative citoyenne. Ça pourrait favoriser le journalisme local aussi parce que un média, mettons, à Rimouski, pourrait dire... Gang, là, quand vous allez recevoir vos trucs, n'oubliez pas de nous donner un 5$. Puis là aussi, on va peut-être améliorer la relation aussi avec le public. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de financer davantage Radio-Canada et CBC pour qu'elles puissent se passer de la publicité, par exemple. C'est sûr que quand on parle de financement des solutions, il y a aussi le financement par les citoyens et citoyennes eux-mêmes, comme cette balado, par exemple, qui fonctionne de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas une mauvaise chose. Il y a un slogan de Mediapart que j'aime beaucoup qui est « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Donc, qui est vraiment l'idée que si on a un financement qui vient directement de la... Mediapart qui est un média français? Oui. Qui est un pure player, comme on dit en France, donc un média qui est seulement en ligne, mais qui est très, très solide, très, très fort, et qui est financé uniquement. Mais c'est sûr que la France, c'est un très grand bassin. Donc, au Québec, c'est quand même plus difficile. Et le financement citoyen, c'est pas nécessairement accessible à tous les budgets. Quand je cite encore Nathan Robinson, il y avait un article complet qui s'appelait comme ça « The truth is paywalled, but the lies are free ». Donc, la vérité est derrière un mur payant, mais les mensonges sont gratos ou ils sont pas chers. Mais ça vaut la peine de l'envisager davantage, ce financement citoyen-là, même pour les médias sociaux d'ailleurs. Hein, le fait que ce soit gratuit, on le sait, hein, cette phrase-là, c'est gratuit, vous êtes le produit. Mais quand c'est gratuit, c'est qu'on paie avec nos données, avec notre attention. Évidemment, quand je parle de payer pour son média social, je ne suis pas en train de parler du Twitter Blue de Elon Musk. Je l'ai essayé un mois. Pas vrai? Oui, j'ai payé. Et c'était comment? J'ai pas vu de différence. Ouais. À part que je pouvais faire des tweets plus longs. Oui, et je pense que vous êtes mieux référencé quand vous avez... Mais ça faisait aussi que j'avais beaucoup plus de messages de gens fâchés de droite et je me suis assez tanné. Ah oui? Ah oui, vraiment, vraiment. Puis des gens qui ne me suivent pas et qui commentent mes tweets et j'ai été obligé, dans le fond, de rendre mes tweets seulement accessibles à mes abonnés. Fait la chambre d'écho, ça a du bon. Finalement. Sauf que là, je vois bien que j'ai plus de résonance du tout sur Twitter. Ouais. Parce que mais c'est pas plus grave que ça, parce que je suis en train de quitter tranquillement Twitter. De toute façon, comme bien des gens d'ailleurs. Moi, je perds 5 abonnés par jour de gens qui s'en vont. Ça coûtait combien par mois? C'était 11$ canadiens par mois. Quand même? J'ai fait juste une fois. Juste un mois. Parce que j'avais de la difficulté à donner de l'argent à Elon Musk aussi. Ah, en plus. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est ça. Donc, quand je parle de financer soi-même les médias sociaux, c'est vraiment pas de ce modèle-là que je parle. C'est un modèle comme plutôt VIP, plutôt... mais, c'est-à-dire, si on avait des médias sociaux qui étaient plus coopératifs, sur la forme coopérative, où finalement, payer un média social, ça serait un peu d'avoir une part sociale dans ce média-là, bien là, on pourrait s'assurer que ça soit
opérer davantage sur la base des intérêts du public, qu'il y ait moins de collecte de données, la gestion soit davantage démocratique. Ouais. Le fonctionnement soit plus transparent de ce qu'on fait avec les données et tout. Oui, absolument. Et je pense les questions sur le financement, bon, j'en ai parlé à quelques reprises, mais je pense qu'il faut les penser tout le temps en relation avec quel type de lien on veut avoir avec le public. Oui. Je disais tantôt, Radio-Canada a un peu manqué une occasion de présenter davantage ce qu'ils font, puis pas nécessairement pour éduquer les gens, mais juste pour l'affirmer, pour le revendiquer, de dire, bien, regardez, donc, donner plus de détails sur comment le financement fonctionne. Je pense que ça pourrait valoir la peine. C'est pas comme si Radio-Canada manquait de ressources pour faire une vidéo explicative et tout ça. C'est un bon point. Moi, une idée que je trouve qui devrait être faite depuis longtemps, j'avais vu ça, j'essaie toujours de garder mes sources puis mes références, Fred, mais celle-là, je l'ai perdue. Ça date d'à peu près une dizaine d'années. Je pense que c'était en Suède. Le diffuseur public avait décidé de faire une tournée de la Suède en disant, on veut aller à la rencontre du public, on veut savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, puis on veut comme déclencher un dialogue, si vous voulez. Moi, je pense que Radio-Canada devrait faire ça. Je pense qu'ils ont peur. Oui. Ils ont peur de se faire reprocher d'avoir abandonné les régions, justement. Je pense qu'ils ont peur de se faire dire, on est écœurés de vos bulletins de circulation de Montréal quand on est en bon. Ben, je pense qu'ils ont peur de se faire reprocher beaucoup de choses et probablement des choses qu'ils ne méritent pas aussi. Je pense qu'ils ont peur d'avoir des gens intimidateurs. Mais en même temps, je pense que plus on repousse plus on le repousse dans le temps, pire ça va être. Parce que là, ils font l'inverse. C'est-à-dire eux autres, ils font des portes ouvertes. Venez voir nos nouvelles installations, venez rencontrer nos vedettes. Mais c'est vrai qu'une tournée... C'est ça. Et c'est pas pareil d'accueillir les gens exact. Et de se déplacer. Et de les écouter aussi. Parce qu'on est souvent dans l'idée qu'il faut expliquer les choses, mais il me semble de prendre plus de temps pour entendre ce que le public a à dire. Vrai. Et on a un extrait parce que c'est les semaines, actuellement, c'est les semaines de la presse et des médias qui est organisé par la FPJQ. Cette année, c'est Bernard de Rome, donc que tout le monde connaît, qui est porte-parole des semaines de la presse. Il était récemment à TVA Nouvelles pour présenter la chose, donc on a un extrait par rapport à ça. On termine avec ça, c'est ça? Hein? Ben, j'ai un petit réaction par rapport à ça. On va l'écouter ça, ça vaut la peine, vous allez voir, c'est une autre époque. Il y a une sorte de mélange des genres. En fait, on a l'impression qu'une partie de la population prend sur un pied d'égalité ce qu'elle voit sur les médias sociaux d'un pur inconnu dont on ne connaît rien versus ce qui se dit dans les médias. Non, c'est ça, mais l'histoire, au fond, les gens ne savent pas, effectivement, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, même chez nous. Les gens ne savent pas comment vous préparez votre émission, par exemple. Les réunions de production, comment ça se passe, les choix de sujets, l'angle y a apporté, la hiérarchisation des sujets. Des choses importantes. Les gens ne savent pas, s'imaginent pas, mais je sais, ça fait quand même sérieusement. Hashtag les gens. Oui, hashtag les gens comprennent pas. Donc, c'est ça, c'est qu'on est beaucoup dans l'idée de l'éducation à faire. Jean-François Guérin, qui est l'animateur, en fait, moi, je connaissais même pas son nom, mais lui, il dit, dans le fond, aujourd'hui, avec les médias sociaux, les gens sont prêts à accorder la crédibilité à un pur inconnu dont ils connaissent rien. Mais moi-même, il a fallu que je cherche sur la page, il n'y avait pas son nom. Puis là, j'ai su finalement son nom, Jean-François Guérin. Mais à part son nom, c'est vrai. J'en connais rien. Puis pourquoi? Bon, OK, je suppose qu'il est formé, qu'il est accrédité. En journalisme, je ne sais pas. Des fois, il y en a que c'est plus de la com que du journalisme de toute façon. Mais c'est ça, cette idée-là que les médias, c'est un phare dans la nuit qui vient éclairer la plèbe ignorante. C'est un peu ça. Puis je lance pas la pierre spécifiquement à Bernard de Rome ici, c'est-à-dire que, premièrement, il parle à titre de porte-parole des semaines de la presse de la FPJQ. Puis de toute façon, ce point de vue-là, c'est le point de vue dominant dans le milieu journalistique. Que si les gens critiquent, parce que c'était un peu de ça, ils font un segment sur les semaines de la presse, puis le principal problème qu'ils ont abordé dans cette entrevue-là, c'est le fait que les gens chialent. C'est le fait que les gens critiquent. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut essayer de les entendre, ces critiques-là. Certaines sont de mauvaise foi, certaines sont violentes, sont agressives, mais il y en a aussi des pertinentes, il y en a aussi qui valent la peine d'être écoutées. Et on n'est plus dans le contexte du 20e siècle où tout va seulement dans un sens. Puis c'est ça qui est, je trouve, là, Bernard de Rome est vraiment le bon représentant d'une autre époque, tu sais, de dire, c'est nous qui apportons les choses, puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'on ne vous l'a pas encore assez apporté. Bien expliqué, donc, je pense que valoriser
l'information comme service public à l'ère numérique, ça implique non seulement des réflexions en termes du financement, mais de repenser la relation avec le public, d'essayer de cultiver une relation qui serait beaucoup plus riche puis beaucoup plus profonde. Philippe de Grosbois, je voudrais donner un complément aux auditeurs et auditrices. Regardez donc Network de Sidney Lumet, film des années 70, en complément de la chronique de Philippe, là, ça va être... c'est quoi la phrase là? I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. c'est un film très qui a pressenti plusieurs tendances, non seulement sur la mondialisation, mais aussi sur la place du parler vrai, du ressenti. Ça date des années 70. Je me rappelle, mais je l'ai pas vu. Il part sur un grand coup de gueule très spontané. Et là, il y a une productrice là, qui a les dollars dans les yeux qui allument en disant « Oh my God, on a vraiment un filon ici, l'indignation qui fait carburer. » C'est un très, très bon film, effectivement. Philippe de Grosbois, merci. On rappelle, vous êtes prof de sociologie au Collège Annecy. Et là, vous financé par des fonds publics. Voilà. Et Hélène Faradji, on rappelle que vous êtes financé aussi par des fonds publics. Oui, c'est vrai, les vôtres. Il y a juste moi qui n'ai pas financé par des fonds publics. Merci, vous deux. C'était encore une fois passionnant. Merci. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la grande consultation avec Polygone, il y a quelque chose qui ressortait dans le financement de ce projet, c'était que les gens étaient prêts à ce que la balado inclue de la publicité éventuellement. Et c'est ce qu'on va faire présentement. Mais oui, il faut diversifier, il faut pérenniser ce projet. Et Steve Proulx, vous allez nous aider? Oui. Bonjour. Bonjour. Steve Proulx, fondateur de 37e Avenue, réalisateur, producteur, journaliste. Voilà, alors, nouveau partenariat, c'est le premier de la balado. Je suis content de le dire parce que ça va peut-être donner des idées à d'autres. Évidemment, il faut partager certaines valeurs de la balado et le projet que tu viens de nous parler le fait. Ben oui, c'est un balado que j'ai fait, ça fait presque un an qu'on travaille là-dessus pour la FTQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, sur l'histoire de grandes luttes ouvrières, de grands conflits de travail au Québec. Donc, on a fait 6 épisodes qui reviennent sur ces grands conflits-là, des plus récents, comme le conflit au Journal de Montréal dont on se souvient, le lockout qu'il y a eu. Des plus anciens, la grève à la United Aircraft en 1974, grève extrêmement violente, extrêmement vicieuse. Faut replonger dans ces années-là pour se rendre compte comment c'était violent, les conflits de travail. Ah oui, puis comment pas juste l'asbestos, là. Non, il y en a d'autres. Et puis, comment c'était violent, puis aussi, moi, ce que j'ai trouvé surprenant, moi, je réalise cette série-là pour la FTQ, et je vais t'avouer, honnêtement, j'étais pas un syndicaliste. Non, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et moi, dans ma vie, là, on a juste parlé de syndicats avec l'expression « les crises de » juste avant. Donc, c'est là que je partais. Mais, tu sais, après tous ces mois-là de plonger un peu dans l'histoire syndicale, j'ai réalisé, à quel point, effectivement, il y avait des conflits qui étaient importants et qui ont déterminé le reste du monde du travail au Québec. Mais aussi à quel point on en parlait. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est vrai, il y avait même les journaux, les grands journaux avaient des journalistes attitrés au monde syndical. Écoute, la United Aircraft, là, quand j'ai fait ma recherche, c'était presque à tous les jours dans les médias. C'est une grève qui a duré plus d'1 an. Et presque à tous les jours, il y avait des nouvelles choses. Puis c'était la page couverture. C'était pas un entrefilet à quelque part. C'était dans l'espace public, beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et ça, j'ai découvert ça. Puis en même temps, on découvre aussi un morceau de l'histoire du Québec, de l'histoire du travail du Québec, au Québec, qui est important. Donc, comment s'est déroulé les tournages? Est-ce que vous aviez il y avait des témoins, j'imagine, des gens qui étaient là dans ces luttes-là? Est-ce que c'était des historiens? Évidemment, il y a certains conflits, comme la United Aircraft. Est-ce que c'est Laurent Turcot qui fait la narration? Non. On le salue. On le salue. Il y a certains témoins, évidemment, qui commencent à être très âgés. Je pense à la grève de Murdochville. C'était dans les années 50. Grosse grève. Bon, on a réussi. Il y a un témoin qui était là. Il était enfant à l'époque. Aujourd'hui, c'est une personne, un vieux monsieur, mais il s'en souvient encore vivement. C'est un des bons épisodes. C'est le premier, là, sur Murdochville. Dans la plupart des cas, on essayait d'aller trouver des témoins de première main quand on avait la possibilité de le faire. Donc, oui, on est à l'interview. Et des gens aussi des centrales syndicales qui se souviennent de ces événements-là et qui nous le mettent en contexte par rapport à aujourd'hui. La fameuse loi sur les briseurs de grève dont on parle encore aujourd'hui vient de la grève de la United Aircraft. Ah ouais! Et on a fait un autre épisode qui
rappelle que cette loi-là, qui est acquise depuis plus de 40 ans au Québec, n'est pas acquise pour les entreprises sous juridiction fédérale. Ah ouais. Actuellement, les entreprises comme Bell Canada, ils peuvent avoir une grève, avoir recours à des briseurs de grève en toute impunité. Il n'y a pas de loi. Cette année, avec l'espèce de coalition qu'il y a entre les libéraux et le NPD mise beaucoup, et ça fait longtemps qu'ils misent pour avoir une loi anti-briseur de grève au fédéral. Et là, on sent que les étoiles sont alignées pour faire ça cette année. Donc, nous promet une loi cette année. Ben, si tu veux, Steve, on va aller tout de suite écouter un extrait. À court de moyens de pression pour forcer l'employeur à négocier, un groupe de grévistes décide d'occuper l'usine. Il y a peut-être une vingtaine de blessés graves. Les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement. Nous sommes le 12 mai 1975. Il y en a sans connaissance à l'intérieur et maintenant ce sont des gaz lacrymogènes ou je ne sais trop quoi. Pour s'assurer d'un impact fort, on invite un journaliste à couvrir l'occupation de l'usine. Il s'agit de José Ledoux, journaliste à la station de radio CKVL, qui décrira en ondes, minute par minute, le déroulement de l'occupation. C'est sa voix qu'on entend sur ces extraits. Alors à l'intérieur, on les corde les uns sur les autres comme des veaux abattus à l'abattoir. Et actuellement, ce sont des hurlements, des plaintes de la part de ces individus qui ont été matraqués lâchement. Donc, série de balado, combien d'épisodes? Il y a 6 épisodes. Qui vont être disponibles? Sont là en ce moment. C'est sorti. Les 3 derniers épisodes sont sortis le 1er mai. OK. Et les autres étaient sortis un petit peu plus bonne tôt. Date pour sortir un épisode sur le monde du syndicat. Ouais, voilà. Ben, on va mettre les liens, évidemment, pour aller consulter les épisodes qui sont déjà disponibles. Merci, Steve. Alors, voilà ce qui conclut ce 31e épisode de la balado. Merci à Steve Proulx. Merci à ce nouveau partenariat. Ouais, j'essaie quelque chose. Normalement, ça devrait bien passer. Si vous avez bien répondu à la grande enquête. Mais bon, il faut pérenniser ce projet. Et je lance l'invitation à des organisations, à des entreprises. Je le répète tout le temps, il faut que ça respecte les valeurs de la balado, mais je suis ouvert maintenant à cette éventualité, cette possibilité, cette opportunité de pérenniser ce projet pour que moi aussi j'y trouve mon compte, parce que sinon, je vais arrêter. C'est tout simple que ça. Je ne peux pas faire ça bénévolement. Je ne le fais pas bénévolement, mais là, pour la première fois depuis que le projet existe, je m'y consacre à 100%. Donc, ça vient avec des risques et j'en suis tout à fait conscient. Puis, je ne vais pas me mettre à brader l'espace médiatique que j'ai créé, mais je prends tous les moyens pour que ça fonctionne puis qu'on aille au bout de tout ça, mais je sais que vous allez m'accompagner là-dedans. Donc, voilà. On va mettre les liens probablement sur la page Facebook pour aller écouter la série de balados de la FTQ sur les luttes ouvrières. Je vais aussi les mettre dans la nouvelle plateforme Substack qui est la nouvelle plateforme des infolettes. J'en ai envoyé une. D'ailleurs, je m'excuse, je sais qu'il y avait des fautes. Je remercie à une auditrice, Jacinthe, qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait des coquilles puis que peut-être qu'elle pourrait m'aider à relire les textes. Je pense que je l'ai relu un peu trop vite, mais bon, je voulais que ça parte. Là, je pense que j'ai trouvé la bonne formule parce que c'est gratuit, Substack, donc j'ai pas à... Évidemment, pour pérenniser ce projet aussi, il faut que je fasse attention aux dépenses. Et c'était difficile de trouver une plateforme alternative. Elle n'est pas parfaite. Il y a des petits mots en anglais que j'aimerais enlever, tout ça. Bon, mais elle est simple. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus facile. Chaque lundi matin, c'est ce que j'aimerais. Chaque lundi matin, on puisse tout de suite envoyer les liens de l'épisode qui vient de se terminer. 2 choses aussi bien importantes qui se sont ajoutées depuis l'enregistrement, particulièrement de l'introduction avec Philippe de Grosbois et Hélène Faradji, que je remercie évidemment, qui sont toujours excellents et passionnants. Mais d'abord, le gouvernement de Justin Trudeau a réagi à toute cette fausse polémique du Century Initiative. C'est un membre du cabinet de Justin Trudeau qui a dit que le gouvernement se dissociait des objectifs du Century Initiative et s'en tenait aux objectifs de 500 000 immigrants permanents par année d'ici 2025. Évidemment, le propos de cet épisode-ci n'était pas de savoir si 500 000 c'est trop ou pas assez. Donc,
Le gouvernement a réagi depuis qu'on a enregistré l'introduction. Évidemment, le Bloc québécois, via son chef Éric Lapointe, a tenu à féliciter les journaux de Québécois qui ont forcé supposément le gouvernement à clarifier une position qui était déjà assez claire. Et le Bloc, comme le Parti québécois, est absolument incapable d'offrir un semblant de distance avec tout ce qui est problématique chez les chroniqueurs de Québécois. C'est vraiment de plus en plus pathétique. Et c'est drôle parce que ça me permet de faire un petit lien, un petit mot sur ce qui s'est passé à CNN. Philippe de Grosbois en a pas parlé parce que sa chronique, elle est quand même dense. Il la prépare depuis plusieurs semaines. On s'échange des courriels. Et là, il n'avait pas inclus... Et de toute façon, c'était pas tout à fait dans son sujet directement, bien que c'est dans sa sphère de réflexion en tant que sociologue qui se spécialise, en tout cas ici à la balado, dans les médias. Donc, ce town hall que CNN a offert à Donald Trump, cette idée de le laisser parler devant ses partisans et devant les indécis. C'était ça l'idée, dans le fond, avec une journaliste qui devait tenter de contredire toutes les faussetés que Donald Trump est capable de dire dans un laps de temps défini. Là, je pense que c'était 1 heure. Évidemment, je ne l'ai pas regardé parce que je n'ai pas la santé mentale pour écouter pendant 1 heure les inepties de Donald Trump. Mais il y a eu un gros backlash par rapport à CNN. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Pourquoi CNN avait donné une tribune à Donald Trump de cette ampleur-là sans être capable de détourner les faussetés et la violence des propos de Donald Trump. Et là, il y a Anderson Cooper, qui est une des vedettes de CNN, qui a dû, le lendemain, donc jeudi, en fin de journée, faire une mise au point pour expliquer pourquoi CNN avait invité Donald Trump pour ce town hall qui se déroulait au New Hampshire. Je vais vous faire entendre un premier extrait d'Anderson Cooper. Many of you have expressed deep anger and disappointment. Many of you are upset that someone who attempted to destroy our democracy was invited to sit on a stage in front of a crowd of Republican voters to answer questions and predictably continued to spew lie after lie after lie. And I get it. It was disturbing. Bon, alors, il nous rappelle que Trump est effectivement, dans le fond, c'est ce qu'il nous dit, là, il est abject. Et là, j'ai pas mis toute la séquence où le journaliste Anderson Cooper décortique tout ce qui a été problématique dans le discours de Donald Trump. Mais on parle donc de propos racistes, de propos misogynes, de mensonges, de propos violents, d'incitation à la violence, qui a encore une fois donné son aval à toutes les théories farfelues de QAnon. Et il rappelle donc, Anderson Cooper, qu'il est tellement menteur qu'on ne peut pas le fact-checker. Et je vous fais entendre maintenant tout de suite ce deuxième extrait du justificatif offert par CNN. Now, many of you think CNN shouldn't have given him any platform to speak, and I understand the anger about that. Giving him the audience, the time, I get that. But this is what I also get. The man you were so disturbed to see and hear from last night, that man is the front runner for the Republican nomination for president. And according to polling, no other Republican is even close. Alors, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est, comme il va devenir peut-être président, on doit l'inviter. Sauf qu'on le connaît, Donald Trump. C'est pas nouveau. Puis, moi, sincèrement, je trouve ça vraiment épeurant de savoir qu'un média qui se dit sérieux ne fait pas plus d'efforts pour contrecarrer un candidat aussi dangereux que Donald Trump. Puis-je vous dire que si un candidat très à gauche avait des chances de devenir président des États-Unis, il n'y aurait pas de town hall pour lui. On nous expliquerait avec une meute de chroniqueurs, d'économistes et de tout ce qui est possible d'amener sur un plateau, on nous expliquerait pourquoi la gauche et qu'un président de gauche est très dangereux pour l'économie, pour la santé financière des gens, pour leur avenir. L'histoire du 20e siècle et du 21e siècle est truffée de complaisance médiatique envers des gens provenant de l'extrême droite et ça n'a jamais fonctionné pour empêcher ces gens-là d'accéder au pouvoir. Le grand capital, visiblement, va toujours s'acclimater d'un gouvernement d'extrême droite parce que ça ne menace jamais le modèle économique qui lui permet de prospérer. Tout de suite, un dernier extrait, je veux aller mettre une chanson après, mais dernier extrait de la justification d'Anderson Cooper. So if last night showed anything, it showed it can happen again. It is happening again. He hasn't changed, and he is running hard. You have every right to be outraged today and angry and never watch this network again. But do you think staying in your silo and only listening to people you agree with is going to make that person go away?
Bon, voilà. Alors, on nous ramène toujours ça. C'est des propos d'extrême centre. Hein. On les entend ici chez certains journalistes. Le titre, d'ailleurs, je pense, du livre de Hélène Buzetti de la Coop de l'information. Au nom du dialogue, au nom de « Ah, c'est donc pas bien d'être dans un silo », on nous explique qu'il faut absolument donner du temps d'antenne à ces gens-là. Les méfaits des silos, c'est visiblement d'un seul côté. Donc, tout ça, c'est vraiment une position que je trouve extrêmement dangereuse de CNN qui démontre, encore une fois, que les médias privés sont des entreprises et ne seront d'aucune utilité pour protéger les fondements de la démocratie quand celle-ci sera à son dernier souffle, que ce soit aux États-Unis, en France et ici même au Québec. Et c'est pourquoi la chronique de Philippe de Grosbois était si pertinente aujourd'hui, parce qu'il faut absolument réfléchir à comment maintenir un service public comme Radio-Canada, même si on peut avoir plein de griefs contre Radio-Canada, mais cette idée de médias publics financés par le public et comment on peut aussi en financer d'autres et être créatif dans une initiative pour s'assurer que l'information ne reste pas aux mains d'entreprises privées. C'est vraiment ultra important. Question qu'on puisse médiatiquement vivre à l'extérieur de la logique marchande, de l'opinion et du centrisme qui fait le jeu des extrêmes. Et ça tombe bien, ce sont toujours des extrêmes qui sont à droite. Voilà. Et là, je cherchais une chanson cette semaine un peu en lien avec la fête des mères, parce que ce sera la fête des mères demain, pour ceux qui nous écoutent samedi. Et j'ai pas trouvé grand-chose, parce que les chansons de fête des mères, à part Tino Rossi, le « Maman, c'est toi la plus belle du monde », ça me tentait pas tellement. Et là, paf, arrive dans mon fil d'actualité cette annonce que le groupe Le Tigre reprend le collier pour une tournée. Groupe important, qui n'a pas duré très longtemps. Groupe important parce que c'est Kathleen Hanna qui a fondé ce groupe-là avec Joanna Fateman et Sadie Benning. Alors, Kathleen Hanna, oui, elle a fondé Le Tigre à la fin des années 90, mais elle a fondé aussi Bikini Kill, qui a été un groupe très influent pour les femmes, pour les jeunes femmes dans les années 80-90, pour faire du rock fâché, pour se permettre cette colère qu'on accepte beaucoup chez les musiciens hommes, masculins, mais moins chez les femmes. Il y en a déjà eu avant elle, évidemment. Patti Smith, la chanteuse Chrissy Hine et Pretenders, Joan Jett, il y en a déjà eu. Mais à la fin des années 80, début 90, dans le mouvement grunge, il n'y en avait pas tant que ça. Et Bikini Kill a été un groupe important. Et là, il revient en spectacle, donc il sera à l'Olympia le 22 juillet cet été. Fait que j'ai acheté mes billets, j'étais bien content et je me suis dit, pas fou de mettre peut-être une pièce de Le Tigre pour fermer un peu la gueule à tout ce mouvement anti-fête des parents. Je trouvais que la fête des mères, c'est une fête commerciale qu'on pourrait très bien se passer, la fête des pères aussi. Il y a des gens dans des écoles à Québec, des profs qui ont décidé de faire la fête des parents pour inclure des enfants qui n'ont peut-être pas de père ou de mère, ou c'est complexe, ou ils ont deux pères ou deux mères. Et alors, ces profs ont décidé de faire autre chose. Évidemment, encore une fois, la pandémie finit. Les complotistes, les gens d'extrême droite qui ont beaucoup de temps libre, beaucoup trop, c'est à croire que ces gens ne travaillent pas, ont décidé, évidemment, de faire un backlash à ce point violent qu'on était obligé d'annuler tout ça. Alors, je leur dédie cette chanson, Hot Topic, du groupe Le Tigre. C'est une énumération sur un rythme endiablé de plein de figures qui ont inspiré Kathleen Hanna, des figures du mouvement des Black Panthers, entre autres, mais aussi beaucoup de femmes, des jeunes, des vieilles. Il y a même une Québécoise qui est hommagée dans cette chanson. Vous me direz, vous allez l'entendre, là, mais écrivez-moi si vous l'avez bien entendu. Mais voilà, ça fait du bien. C'est très woke, en fait, comme chanson. Fait que je suis bien content de la garrocher dans les oreilles de tous ces jambons de la droite qui polluent notre espace collectif. Bonne semaine, tout le monde.